Au nom de Dieu le seul qui a le mérite d'être adoré, bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je corrige le quatrième exercice du premier sujet de mathématiques du bac 2024. Comme d'habitude, allez voir en description si vous souhaitez avoir le sujet en PDF. Donc c'est parti pour la correction, on commence par la partie A. Alors on nous dit que la fonction f, elle est deux fois dérivable, ça c'est admis, on va l'utiliser par la suite. Et pour la question A, on nous dit de déterminer en justifiant les limites de la fonction f en 0 et en plus l'infini. Donc on commence en 0. En 0, ben, on a la limite de x moins 2 quand x tend vers 0, c'est égal à moins 2. La limite de ln de x sur 2 quand x tend vers 0, ça c'est moins l'infini, parce que ln de x tend vers moins l'infini, quand on divise par 2, ça tend également vers moins l'infini. Et donc, qu'est-ce qu'on en conclut? On a quelque chose qui tend vers moins 2, et on lui ajoute quelque chose qui tend vers moins l'infini. Donc le moins 2, on s'en fout, en fait, on tend vers moins l'infini. Donc le résultat, c'est que la limite de f de x, quand x tend vers 0, est égale à moins l'infini. Voilà le premier résultat. La limite de la fonction f en 0, c'est moins l'infini. Ensuite, on va s'intéresser en plus l'infini. En plus l'infini, cette fois-ci, c'est encore simple. Donc on calcule la limite de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini. Ça, c'est égal du coup à plus l'infini. Parce que moins 2 tend vers moins 2 et x tend vers plus l'infini. Du coup, plus l'infini, on va vouloir retirer 2, bah, ça reste plus l'infini. Et ln de x sur 2, ça tend également vers plus l'infini. La limite de ln de x sur 2 quand x tend vers plus l'infini, ça c'est égal à plus l'infini. Là, je l'explique également, c'est un petit peu facile, un petit peu logique, pardon. Là, ln de x tend vers plus l'infini. Donc si on a un nombre très très grand, parce que plus l'infini, ça veut dire en gros les valeurs deviennent de plus en plus grandes. Si les valeurs deviennent de plus en plus grandes, et bien, que vous divisiez ces valeurs par 2 ou non, elles resteront grandes. Par exemple, 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, vous le divisez par 2, ça reste immense. Du coup, ça tend bien vers plus l'infini. Et donc on a la limite, cette fois-ci, de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Voilà les réponses pour la question A. Donc désormais, on passe à la question B. On nous demande de montrer pour x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est égal à 2x plus 1 sur 2x. Donc pour faire ça, on dérive la fonction f et on trouve l'expression qu'on nous demande. Donc on n'a pas besoin de justifier que la fonction f est dérivable, car dans l'énoncé, on nous dit qu'il est admis que la fonction f est deux fois dérivable. Donc on fait soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, intervalle ouvert. On calcule la dérivée de la fonction f. Donc c'est une somme, la fonction f est une somme de fonctions. Donc la dérivée, c'est la somme des dérivées. Donc la dérivée de x moins 2, bah, c'est 1. Donc on a f' de x qui est égal à 1, plus la dérivée de ln de x sur 2, plus 1 sur 2 fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Du coup, ça fait directement 1 sur 2x. Et donc, on transforme l'expression. On met tout au même dénominateur. Donc là, on a du coup 1, c'est 2x sur 2x. Et on calcule, ça fait 2x plus 1 sur 2x. On a donc f' de x qui est égal à 2x plus 1 sur 2x. Et voilà le résultat. Donc c'est parti pour la correction du petit c. Alors, on nous demande d'étudier le sens de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini. Automatiquement, dès qu'on vous dit cela, il faut que vous pensiez signe de la dérivée. Donc, on veut étudier les variations de la fonction. Dans ces cas-là, on étudie le signe de f', le signe de la dérivée de la fonction f. Je vais expliquer très rapidement pourquoi on fait ça. Pour cela, je vais dessiner le graphe d'une fonction quelconque que je vais inventer. On va appeler cette fonction la fonction g. On va dire que ici elle est croissante, ici elle est très croissante, si on peut dire ça comme ça. Ici elle est très décroissante, ici elle décroît lentement. Voilà, ça c'est la courbe d'une fonction g. Alors, on va admettre que g est dérivable. Qu'est-ce que la dérivée de g nous indique? La dérivée de g, déjà c'est une fonction, et cette fonction elle nous indique où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on monte beaucoup? Est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on monte? On descend peu? Est-ce qu'on descend beaucoup? Quand je dis beaucoup, c'est-à-dire est-ce qu'on descend vite? Par exemple, ici, on descend vite, on monte vite, pardon. Ici, on descend très vite. Ici, on descend pas vite. Ici, on monte doucement. C'est ça ce que je veux dire. Et donc, la dérivée de la fonction g, ici, par exemple,
sur cet intervalle-là que je fais en noir, elle est positive. C'est-à-dire que quand la fonction g elle est croissante, la dérivée, elle prend des valeurs positives. Et du coup, ces valeurs positives, elles sont petites. C'est-à-dire que quand on monte doucement, la dérivée, elle prend des valeurs certes positives, mais petites. Par contre, sur l'intervalle rouge que je dessine ici, la dérivée de la fonction g, elle est encore positive parce qu'on monte. Ça, c'est comme ça. Dès qu'on monte, la dérivée, elle est positive. Elle prend des valeurs positives plutôt. Par contre, les valeurs qu'elle va prendre ici, elles seront très très grandes. Parce qu'on monte très vite. La fonction g, elle croît très vite. Du coup, sa dérivée prend des valeurs positives, mais très grandes. Ici, dans le nouvel intervalle que je vais faire encore une fois en noir, la fonction g, elle est décroissante. Du coup, la dérivée, elle prend des valeurs négatives. Mais vu qu'on décroît très très rapidement, la dérivée de la fonction g, elle va prendre des valeurs très très négatives. Ensuite, enfin ici, vous l'aurez compris, essayez de le faire de votre côté. Et ensuite, je vais vous le dire. Essayez de le faire de votre côté. Donc là, la fonction g, elle décroît lentement, c'est-à-dire qu'on diminue mais très lentement. Et bien ça signifie que la dérivée de la fonction g, elle est négative, mais elle ne prend pas des très petites valeurs. C'est-à-dire que ici, la fonction g, ici, sur cet intervalle-là, on est en dessous, sur cet intervalle-là, la fonction g, elle est en dessous les valeurs qu'elle prend sont plus petites que ces valeurs-là. C'est-à-dire que la fonction g ici, elle est plus petite que sur cet intervalle. La fonction g, elle est plus petite que sur cet intervalle. Et pourtant, la dérivée de la fonction g ici, elle est plus grande. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer très rapidement pourquoi, quand on doit étudier les variations d'une fonction, on étudie le signe de cette. Donc j'ai effacé un peu le tableau pour avoir de la place. Donc c'est parti, on étudie le signe de la fonction f, donc on prend x, on fait soit x portant l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et on regarde quand est-ce que cette expression est strictement supérieure à 0. 2x plus 1 sur 2x est strictement positif. Si et seulement si, quoi? Si et seulement si, déjà on multiplie 2x, on multiplie les deux côtés d'équation par 2x. Du coup, si on multiplie par 2x, on aura 2x plus 1 strictement supérieur à 0. Or, si on multiplie par 2x, pour avoir ce résultat-là, il faut que 2x soit strictement positif. Parce que si 2x n'est pas strictement positif, c'est-à-dire si 2x est négatif, sans être nul bien sûr, parce qu'au dénominateur ça ne peut pas être nul, si 2x est négatif, alors ici l'inégalité s'inverse, on aurait eu ça. Du coup, il faut retenir le fait que 2x doit être positif. Donc 2x est strictement positif. Et ça équivaut du coup à quoi? Bah, si et seulement si, bah, je vais l'écrire déjà ici, si et seulement si, x est strictement plus grand que moins 1,5 et x est strictement supérieur à 0. Et ça, c'est équivalent à x est strictement supérieur à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand je dis que ça, c'est équivalent à ça, ça veut dire que si on est dans cette situation-là, que je vais entourer en rouge, si on est dans cette situation-là, alors on est dans cette grande situation-là. En gros, si x est strictement positif, alors x est strictement positif et x est strictement plus grand que moins 1,5. Ça, c'est logique. Maintenant, dans l'autre sens, si on est dans cette situation-là, alors on est dans la situation rouge. Pourquoi? Parce que si x est plus grand que moins 1,5, strictement plus grand que moins 1,5, et que x est strictement plus grand que 0, bah, automatiquement x est strictement plus grand que 0. Cette information, on n'utilise pas. On n'utilise que cette information, savoir x est strictement plus grand que 0. Donc, quand on est dans cette situation-là, dans la situation rouge, on est dans la situation noire. Et quand on est dans la situation noire, on est dans la situation rouge. C'est pour ça qu'il y a une équivalence. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 2x plus 1 sur 2x, c'est-à-dire f' de x, pour x dans plus l'infini, qui est égal à ça, qui est strictement supérieur à 0, si et seulement si x est strictement supérieur à 0. Et donc la conclusion, j'ai oublié de la faire, c'est que f est strictement croissante on est croissante sur un intervalle. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle
0 plus l'infini. Voilà la réponse à la question au petit c. Donc c'est parti pour la question D. On vous demande d'étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et là, on va utiliser une hypothèse de l'énoncé. Dans l'énoncé, on vous dit que la fonction f, on admet qu'elle est 2 fois dérivable. Et en question D, on vous demande d'étudier sa convexité. Bien, dans cette situation, automatiquement, il faut que vous pensiez à étudier le signe de la dérivée seconde. Pourquoi? Parce que quand vous étudiez le signe de la dérivée seconde, et bien vous avez ce résultat-là, c'est que f seconde de x est positif, ça équivaut à f est concave, est convexe, pardon. Sur un intervalle i, bien évidemment. Donc c'est pas, on va l'écrire comme ça. Si pour x appartenant à i, vous avez f seconde de x qui est positif, ben ça c'est équivalent à dire que f est convexe sur i. Vous avez un intervalle où la dérivée seconde est positive, alors la fonction est convexe sur cet intervalle. Si par contre vous avez la dérivée seconde en x qui est inférieure ou égale à 0, ça veut dire que c'est équivalent à dire que f est concave sur i. Dans le cas où f est 2 fois dérivable, bien évidemment. Et donc c'est parti, on répond à la question. Donc pour cela, il faut déjà déterminer la dérivée seconde. Donc on prend x, on fait soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. On calcule f' de x. Donc là, c'est un truc du type u de x sur v de x. Donc la dérivée, c'est u' dans x fois v de x moins u de x v' de x sur v de x au carré. Et quand on dérive, on obtient f seconde de x qui est égal à moins 1 demi de x carré. Donc je vous invite à le faire de votre côté. Et ça, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a f seconde de x qui a cette expression. Et ça, c'est strictement négatif. Donc, on conclut. On conclut donc que la fonction f est concave sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà la réponse à la question D. Donc c'est parti pour la correction de la deuxième question. Alors pour la question A, on vous dit de montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet dans 0 plus l'infini une solution unique. Et j'insiste sur l'unique. Alors pour cela, directement, il faut penser au théorème des valeurs intermédiaires. Donc avant même de rentrer dans les détails et d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, je vais tracer le tableau de variation de la fonction f. Donc, on a la chose suivante. X appartient à 0 plus l'infini. La dérivée de la fonction f prise en x, elle est toujours positive, on l'a montré tout à l'heure. Et la fonction f prise en x, bah, elle est croissante. Enfin, la fonction f plutôt, elle est croissante. Parce que la fonction f prise en x, c'est un réel. Du coup, on a ce tableau, on remplit la limite en 0 moins l'infini, la limite en plus l'infini. Voilà notre tableau de variation. Et là, nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que il existe un unique alpha. Alpha, il va être ici parce que on va avoir quelque chose du type f de alpha est égal à 0. Donc le alpha, il doit appartenir au domaine de définition. Le domaine de définition, c'est ça. Donc alpha, il doit être là. Et nous, on veut montrer que cet alpha-là, il est tel que, si on regarde f de alpha, on descend, f de alpha, et bien on a f de alpha qui est égal à 0. Voilà ce que l'on veut montrer. Et on veut montrer que alpha est unique. Donc pour cela, on applique le théorème des valeurs intermédiaires. On sait déjà que la fonction f, elle est dérivable. Et d'après le cours, quand on est dérivable, on est continu. Donc on le note ici, f est continu. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que la limite de la fonction f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc je l'écris rapidement. La limite de f de x en x pour r plus l'infini, c'est plus l'infini. Et en 0, la limite de la fonction f, c'est moins l'infini. Voilà ce que l'on sait, les hypothèses que l'on a pour l'instant. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, f est continu, ça veut dire que quand on trace son graphe, on n'élève pas le crayon. Par exemple, si
si je suis là, vous savez, ici j'ai écrit que la fonction f en 0, elle tend vers moins l'infini. Et ici j'ai écrit qu'elle tend vers plus l'infini. Donc je vais juste modifier un petit peu ça, puisqu'on est défini sur 0 plus l'infini. Voilà. Notre fonction f, en 0, elle vient de moins l'infini. Donc là, je vais tracer une courbe qui ne représente pas vraiment, qui ne représente même pas du tout la fonction f, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Donc en 0, on vient de moins l'infini. On vient de moins l'infini, un peu comme le logarithme, d'après l'expression de la fonction. Et en plus l'infini, on va vers plus l'infini. C'est-à-dire qu'en plus l'infini, on va être là à peu près. À un moment donné, on va être environ ici. Peu importe. Donc on va grandir de ouais, voilà, on va se dire qu'on grandit de cette manière en plus infini. Et bien nous, on se demande, est-ce qu'à un moment donné, c'est ça qu'on veut justifier à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, on veut vous montrer à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires que tôt ou tard, on va passer par 0. C'est-à-dire que tôt ou tard, on va faire un truc de ce type-là. Ou alors un truc de ce type-là, hein, pas forcément aussi grand, aussi croissant plutôt, un truc de ce type-là. Voilà ce que le théorème de valeur intermédiaire vous permet de justifier. Et comment est-ce que ça, on le montre? Bien, c'est simple. Je ne vais pas faire la démonstration du théorème des valeurs intermédiaires, mais dans l'idée, c'est très facile à comprendre. On vous dit que f est continu. Ça signifie que pour tracer le graphe de la fonction, on ne lève pas le crayon. Donc maintenant, je vais vous demander de jouer à un jeu, enfin c'est pour vous exercer. Vous allez tracer ce graphe-là, ce que je vais encadrer en pointillé. Ce que j'encadre en pointillé, vous le tracez et vous essayez de tracer le graphe d'une fonction, c'est-à-dire que vous tracez en fait le graphe complet de la fonction sans passer par l'origine. C'est-à-dire en fait je ne veux pas que vous passiez, c'est-à-dire que je ne veux surtout pas que ici vous preniez valeur. C'est-à-dire que vous ne prenez pas de valeur en abscisse. En gros je veux que vous passiez, je vais effacer pour vous montrer ce que je veux que vous fassiez. Donc voilà, vous avez ce schéma-là. Je veux que vous traciez le graphe d'une fonction qui commence ici et qui finit ici, sans lever le crayon et sans passer par l'origine. Essayez de faire ça et vous verrez. Donc comme vous l'aurez compris, c'est impossible. Et ça, c'est dû au fait que vous ne levez pas le crayon. Comme vous ne levez pas le crayon, lorsque vous venez d'ici, même si vous esquivez, c'est-à-dire même, parce que moi, la contrainte que je vous avais donnée, c'était de ne pas passer par là. C'est-à-dire de ne pas prendre cette valeur-là. Voilà la contrainte que je vous ai dite. Donc si vous esquivez, tôt ou tard, vous allez devoir monter. C'est-à-dire que si vous êtes ici, vous êtes obligé de monter. Donc vous passez et vous ne respectez pas la règle que je vous ai donnée. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est impossible. Sans lever le crayon, vous ne pouvez pas aller de là à là sans passer par là. C'est impossible. Et qu'est-ce que ça veut dire sans lever le crayon? Ça veut dire si la fonction f est continue. Et c'est pour ça que l'hypothèse de continuité est cruciale pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc désormais, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. F est continu, la limite de la fonction f en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de la fonction f en moins l'infini, en 0, pardon, c'est moins l'infini. Et f2, et 0, pardon, 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égale à 0 admet une solution alpha dans moins 1 demi. Donc, je vais l'écrire. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, TVI, l'équation f de x est égale à 0 admet une solution alpha appartenant à 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, dans l'énoncé, on vous disait de montrer qu'elle admet une unique solution alpha. On vous demandait de montrer que alpha était unique. Ben là, c'est hyper simple. Ça va être très rapide. Comme la fonction f est strictement croissante, alpha est unique. Voilà, c'est aussi simple. Donc la rédaction aurait pu être la suivante. Donc, je vais l'écrire en rouge. La rédaction aurait pu être la suivante. C'est f est continu, on a ça, et on rajoute f est strictement croissante, et on écrit, d'après le corollaire
du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x est égale à 0, admet, tout à l'heure j'avais écrit admet une solution alpha sur 0 plus infini, là je vais mettre admet une unique solution alpha appartenant à 0 plus infini. Donc on nous demande de montrer que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Donc on est dans cette situation. C'est-à-dire que alpha il est dans l'intervalle 1, 2, c'est ce que ça veut dire. Et donc pour montrer ça, il nous suffit de montrer que f de 2 est positif, et strictement positif, et que f de 1 est strictement négatif. Donc on le fait. On calcule f de 2 et on calcule f de 1. Et donc après calcul, on obtient f de 2 qui est égal à ln de 2 sur 2 et f de 1 qui est égal à moins 1. Comme ça c'est strictement supérieur à 0 et ça c'est strictement inférieur à 0, on a donc alpha qui appartient à 1, 2, ouvert. Ensuite, on nous demande de déterminer le signe de f de x pour x positif. Là, c'est vraiment très simple, très intuitif surtout. En fait, on regarde le tableau de variation. Ici, à partir de alpha, ici en alpha, on vaut 0. Et après, on est plus grand. Donc ici, f est positive. Et ici, en alpha, on vaut 0. Et avant, on est plus petit. Donc f est négative. Donc si on veut tracer plutôt le tableau de signes, on aura le tableau de signes suivant. Je vais faire une petite démarcation. On aura le tableau de signes suivant. X alpha plus l'infini 0 f de x 0 en alpha et avant on est négatif et ici positif. Donc la réponse, je vais effacer ici pour vous mettre la réponse. Réponse pour x appartenant à 0 alpha f de x strictement inférieur à 0 et pour x appartenant à alpha plus l'infini f de x strictement supérieur à 0. Et là j'ai fait une toute petite erreur, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. C'est que là on ne parle pas du cas alpha, x est égal à alpha, donc on va prendre ici, on va prendre le alpha ici, on va dire f de x supérieur ou égal à 0. Donc désormais je vais corriger le petit c. Alors on nous demande de montrer que ln de alpha est égal à 2 facteurs de 2 moins alpha. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, si on est bloqué, on se demande qu'est-ce qu'on sait sur alpha. On nous parle de alpha, qu'est-ce qu'on sait sur alpha? On sait que f de alpha est égal à 0. Ok. Mais pour l'instant, ça ne nous aide en rien. F de alpha est égal à 0, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simple. On a l'expression de f, on sait que f de alpha est égal à 0, on remplace dans l'expression de la fonction f, x par alpha. Et donc, on a f de alpha qui est égal à alpha moins 2 plus ln de alpha sur 2. Voilà ce que vaut f de alpha. Donc d'une part, f de alpha est égal à 0, d'autre part, f de alpha est égal à alpha moins 2 plus ln de alpha sur 2. On réunit les deux informations que l'on a. On a donc alpha moins 2 plus ln de alpha sur 2 qui est égal à 0. Et ça nous intéresse. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que dans la question C, on nous demande de montrer que ln de alpha est égal à quelque chose. Et nous, on a réussi à trouver une équation en ln de alpha. Et on a réussi à trouver une équation en ln de alpha. Du coup, c'est bon. On a de quoi résoudre l'exercice. On isole alpha. Et donc, on a ln de alpha
Bon, je vais pas le faire, bon, je vais le faire quand même, faut pas être feignant. Donc on a ln de alpha sur 2 qui est égal à moins alpha moins 2. Et donc ça c'est équivalent à ln de alpha, du coup multiplié par 2. ln de alpha qui est égal à moins 2 facteur de alpha moins 2. Et ça équivaut à ln de alpha qui est égal à 2 facteur de 2 moins alpha. Voilà le résultat. Donc la correction de la partie A est terminée. Je vous invite à aller voir en description si vous souhaitez avoir le lien de la vidéo dans laquelle je corrige la partie B, que la paix soit sur vous.